Alors, au Moyen-Orient, les forces armées sont des acteurs incontournables de la scène politique et publique. Depuis les soulèvements de 2011, elles sont plus que jamais au cœur de la vie politique des États et sont devenues la clé de leur évolution. On a pu constater l'importance de leur rôle en Tunisie et en Égypte, où elles viennent de reprendre le pouvoir, mais aussi en Arabie Saoudite et en Irak. Au sein de ces forces armées, les services de renseignement jouent un rôle bien spécifique, souvent décriés pour les méthodes dures qu'ils emploient pour contenir les contestations. Rappelons tout de même qu'ils sont aussi un vecteur privilégié de dialogue et d'échange avec les partenaires occidentaux des pays arabes. Alors ce soir, nous avons beaucoup de questions, notamment quelle est la place de ces services dans l'échiquier moyen-oriental, mais aussi comment et dans quelles conditions peuvent-ils évoluer pour accompagner la période de transition qui s'est ouverte en 2011, empêchant certains de ces pays de plonger dans le chaos, aidant au maintien ou au changement des régimes en place. Alors pour répondre à ces questions, nous avons ce soir l'honneur et le plaisir de recevoir deux éminents spécialistes de ces questions. Tout d'abord Agnès Levallois, vous êtes spécialiste du monde arabe, chargée de cours à l'ENA et à Sciences Po. Vous avez occupé les fonctions de responsable du bureau monde arabe et persan à la délégation des affaires stratégiques du ministère de la Défense, avant de devenir directrice de l'information de RMC Moyen-Orient, qui est la filiale arabophone de RFI, puis directrice de l'antenne arabe de France 24. Général Luc Batigne, praticien des relations internationales et du renseignement, vous êtes aujourd'hui chargé d'enseignement à Sciences Po. Après une première carrière dans les forces armées, vous avez occupé en alternance des postes en administration centrale, en tant que chef de poste de sécurité de défense à l'EMA, et chef du bureau réservé au cabinet du ministre de la Défense, ainsi que les postes d'attaché de défense en Jordanie, en Syrie, au Liban et en Irak. Je vous remercie de votre présence parmi nous ce soir pour nous faire partager le fruit de vos recherches et de vos expériences. Et Madame mon général, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Si certains attendent de nous, compte tenu de l'actualité, que nous vous disions ce soir quelle est la part que les services de renseignement du monde arabe ont pris dans les changements qui sont intervenus depuis 2011, ils risquent d'être un peu déçus parce que, d'abord, il est bien trop tôt pour le dire, et ensuite, je ne suis pas certain qu'on ne le saura jamais. Et si la question était une question quasiment philosophique, les services de renseignement sont-ils susceptibles de faire évoluer les régimes auxquels ils doivent leurs privilèges et leur influence? Alors là, il vaut mieux se tourner vers de bons auteurs, comme John le Carré ou Graham Greene. On aura de meilleures réponses. Bon, force est de constater que les services de renseignement, les très célèbres Mukhabarat, le nom est tellement célèbre qu'à l'heure actuelle, dans les pays arabes, on commence à changer les noms et à ne plus s'appeler Mukhabarat parce que c'est trop marqué. Donc les services de renseignement occupent une place très particulière dans les États du monde arabe parce qu'ils jouent un rôle qui est non seulement un rôle sécuritaire, mais je dirais presque surtout un rôle politique et social. Alors nous vous proposons, Agnès et moi, c'est la fête d'Agnès aujourd'hui, je vous signale, nous vous proposons, Agnès et moi, de voir plus précisément, à travers les traits communs et à travers les différences qui les caractérisent, quelle est la place qu'occupent les services de renseignement dans le monde arabe. Et pour commencer, il faut savoir d'où ils viennent, ce qui a permis l'émergence du système que nous connaissons depuis 40 ans, à peu près, 50 ans. Et ce qui nous permettra de le savoir, c'est le contexte historique et politique qui a accompagné cette émergence. Bonsoir, je vais revenir moi sur la partie un peu historique et d'abord peut-être pour commencer que la réflexion que nous menons et que nous vous présentons ce soir est une réflexion qui a commencé il y a 3 ans, donc au lendemain des mouvements de contestation dans la région, où on savait bien évidemment avant le déclenchement de ces mouvements de contestation que les services de renseignement jouaient un rôle essentiel dans la structure politique de ces États. Et la réflexion a commencé, bien évidemment, en se disant que si les sociétés étaient en train de changer, que si la vie politique était en train d'évoluer dans cette partie du monde, il fallait évidemment s'intéresser au rôle des services de sécurité qui jouaient véritablement un rôle essentiel et que l'évolution ou non des services de sécurité et de renseignement était un marqueur de l'évolution de ces sociétés. Et donc la réflexion a commencé maintenant, il y a un peu moins de 3 ans,
Donc il est évidemment très difficile de savoir exactement quel est le rôle des services de renseignement dans tout ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais ce qui est indéniable et ce sur quoi il est intéressant de se pencher, nous semble-t-il, et c'est l'objet de notre réflexion que l'on mène dans le cadre d'un séminaire à Sciences Po sur les services de sécurité et de renseignement dans le monde arabe, c'est donc de revenir sur le rôle structurant qu'ont joué ces services depuis, en gros, les indépendances, lorsqu'il y a eu le démembrement de l'Empire ottoman et la constitution des États-nations qui existent encore aujourd'hui dans cette région, même si ces États-nations sont fortement remis en question aujourd'hui lorsque l'on voit l'évolution de la situation en Irak, en Libye, en Syrie ou ailleurs. Il y a quand même les États et le rôle des services remontent à la constitution de ces États, avec des États qui se sont donc constitués autour d'un rôle prédominant des armées, et non seulement des armées, mais également des services de sécurité et de renseignement, qui ont joué un rôle essentiel, qui ont joué un rôle politique, mais qui ont également joué un rôle social très important, puisqu'on a vu dans certains pays où le fait de rentrer dans l'armée et ensuite de prendre une direction vers les services de renseignement était un vecteur d'ascension sociale. C'est particulièrement vrai, par exemple, dans le cas de la Syrie, où on a bien vu que la communauté alaouite, qui était une communauté qui ne jouait pas un rôle de premier plan en Syrie, qui était même une communauté qui était très mal vue par les sunnites et les chrétiens, on a vu les alaouites investir la scène militaire et des services très vite, parce que c'était un moyen d'ascension sociale, et c'était un moyen pour cette communauté qui vivait dans une partie qui n'était pas la partie la plus riche et la plus développée du pays, de pouvoir se retrouver à Damas et de pouvoir connaître une évolution professionnelle beaucoup plus intéressante que si ils étaient restés dans leur région d'origine, qui est le Djebel Alaoui. Donc on voit bien à travers l'étude de ces services dans les différents pays que beaucoup d'entre eux ont été ce moyen d'évolution sociale, et que le fait de rentrer dans l'armée et dans les services a permis cette évolution sociale très importante, et ce qui explique aujourd'hui, lorsqu'on voit la composition de l'armée et des services en Syrie, on voit qu'il y a un certain nombre d'alaouites qui sont au poste de responsabilité, pour des raisons politiques évidentes, bien évidemment, mais c'est aussi parce que des autres communautés ont largement déserté ce monde-là, qui n'était pas forcément le plus valorisant, qui n'était pas forcément le monde qui était souhaité par les parents pour leurs enfants, estimant qu'il valait beaucoup mieux aller dans le domaine politique ou bien sûr économique, où là il y avait moyen d'avoir une évolution plus intéressante, parce qu'au départ cette fonction n'était pas forcément une fonction qui était reconnue et qui permettait d'être valorisée sur la scène sociale. Et au fur et à mesure des années qui ont suivi, on a vu que ces services ont joué un rôle de plus en plus important, et qu'il devenait évidemment très intéressant de faire partie de ces services en termes de pouvoir que ça pouvait donner, mais également en termes de ressources économiques, puisqu'il y a souvent eu évidemment aussi un rôle très important dans le domaine économique joué par les services de sécurité et de renseignement. Et donc on a vu ces services jouer un rôle finalement de plus en plus important et occuper une place de plus en plus importante au sein de ces régimes, et les services étant là pour défendre le régime beaucoup plus que pour occuper les fonctions qui sont traditionnellement, dans nos pays en tous les cas occidentaux. On voit bien que les missions ne sont pas tout à fait les mêmes dans les services de sécurité et de renseignement dans le monde arabe qu'elles ne le sont dans des pays occidentaux, mais ça, bien évidemment, on va y revenir plus en détail. Il y a un autre élément qui fait que ces services de sécurité et de renseignement ont eu un rôle beaucoup plus important que dans d'autres régions du monde. C'est aussi, évidemment, avec la création de l'État d'Israël et la menace perçue par les pays arabes par la création de cet État, qui a nécessité aussi le développement de ces services pour réagir face à ce qui était perçu dans les pays arabes par la menace représentée par la création de cet État, qui était évidemment pas bien vu par les pays arabes. On ne va pas refaire l'histoire du Moyen-Orient depuis 1948, mais c'est vrai que ça a été aussi un des éléments qui permet de comprendre pourquoi les services ont eu ou ont joué ou continuent à jouer un rôle important, et qui a été cette lutte contre l'État d'Israël qui a été brandie comme un argument, bien évidemment très souvent, qui ne correspond pas forcément à la réalité, mais qui a été quelque chose qui a été utilisé dans le discours, et pas simplement dans le discours, mais par les régimes dans cette région,
pour justifier les moyens qui étaient donnés aux services de sécurité et de renseignement et la nécessité d'avoir des services de sécurité et de renseignement extrêmement importants pour faire face à ce qui était donc perçu comme une menace. Une autre raison aussi pour laquelle il y a une multitude de services de sécurité et de renseignement dans le monde arabe, pour la petite histoire, on parle souvent en Syrie qu'il y a au moins une quinzaine ou une vingtaine de services différents, en Égypte il y en a aussi un certain nombre, et on peut multiplier les exemples de la sorte. Et on voit bien qu'il y a aussi une volonté de la part des responsables des pays arabes d'avoir plusieurs services pour éviter qu'un service ne soit trop important et ne puisse représenter un danger pour le régime politique. Et ce que l'on voit, c'est que l'importance des services de sécurité révèle finalement une extrême fragilité de ces États, de ces régimes ne se sentant pas du tout légitimes, parce que c'est vrai que ces régimes, depuis les indépendances jusqu'au déclenchement des mouvements de contestation, étaient des régimes bien souvent qui manquaient fortement de légitimité politique. Et donc, pour pouvoir compenser cette absence de légitimité politique, s'entourer de services, chacun étant chargé d'espionner l'autre, de regarder ce que faisaient les autres, non seulement de surveiller la population pour éviter une contestation, bien évidemment, mais aussi une façon de s'espionner les uns les autres pour éviter qu'un service ou qu'un responsable de service ne prenne trop d'importance et ne puisse mettre en danger, éventuellement, le chef d'État ou la personne qui va se retrouver à la tête de l'État. C'est pour ça que je parle de faiblesse de ces États et qui, pour compenser cette faiblesse en raison de ce manque de légitimité, se sont entourés de nombreux services de sécurité et de renseignement pour faire attention à ce qui pouvait se passer au sein de la société, mais en fait beaucoup plus au sein des différents services entre eux et éviter d'un jour qu'un coup d'État se produise et remette en question le pouvoir qui se retrouve à la tête du pays. Donc ça, c'est un élément très important qui explique en partie aussi donc, pourquoi il y a autant de services de renseignement dans le monde arabe et pourquoi on ne sait jamais très bien lequel est le plus important à un moment donné, puisqu'on voit régulièrement qu'un service peut être en pointe à un moment donné, et après il va subir une certaine disgrâce au profit d'un autre service, et tout ça étant un jeu pour éviter, un jeu d'équilibre entre les différents services, pour éviter qu'un des services ne prenne trop d'importance, n'ait trop de poids, et puisse mettre en danger donc le responsable. Ça, on l'a vu très souvent en Syrie en particulier, où on a vu à un moment c'était les services de l'air qui étaient les plus importants, après les services terres, enfin, tout ça bougeait en fonction de ce que souhaitait faire le chef d'État à l'époque, Hafez al-Assad, et lorsqu'il voyait qu'un service était trop important, son responsable était dégradé ou mis de côté, et un autre service montait pour annihiler finalement et faire en sorte que tout ça ne mette pas en danger le politique. Une des caractéristiques aussi de services, quand on reprend sur l'histoire, c'est de voir que ces services sont essentiellement tournés donc vers l'intérieur, beaucoup plus que vers l'extérieur. Alors on verra aussi, lorsqu'on parlera des différents pays, qu'il y a eu aussi des actions évidemment menées par ces services à l'extérieur, mais c'est avant tout quand même, ce sont des services qui sont avant tout là pour essayer de protéger le régime en place, et pour faire en sorte qu'il n'y ait donc pas de remise en question de ces régimes. Alors, ce qui est caractéristique, c'est que ces services de sécurité dans le monde arabe, d'une façon générale, que ce soit au Moyen-Orient, mais également au Maghreb, les services français, lors de la création de ces États, après la période des mandats ou des indépendances, ces services ont hérité d'une formation, pour beaucoup d'entre eux, des services français, qui les ont, et des services occidentaux ou britanniques, évidemment, suivant les pays et suivant l'histoire de chacun de ces pays, lors de la période des mandats entre la France et les Britanniques. Et ensuite, on a vu une période au cours de laquelle les Soviétiques ont joué aussi un rôle très important en aidant à la formation de ces services, en les formant. Là, je pense bien évidemment à la période, par exemple, en Égypte, où à l'époque, l'Union soviétique était très importante et a formé les services de sécurité et de renseignement égyptiens, comme elle a formé l'armée égyptienne. Et donc, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs vies, si je puis dire, dans la création et dans la mise en place de ces services de sécurité et de renseignement qui ont évolué en fonction des alliances politiques que ces pays ont pu nouer avec des partenaires occidentaux, que ce soit les soviétiques ou que ce soit les occidentaux. Ensuite, il y a eu, dans le cas de l'Égypte, lorsque les soviétiques ont été amenés à quitter le pays, on a vu évidemment d'autres partenaires
partenaires arrivés, et en particulier les Américains qui, là, ont commencé aussi à jouer un rôle très important dans la formation, dans l'équipement, que ce soit de l'armée, mais que ce soit également des services de sécurité. L'autre aspect qui explique aussi ce rôle qui est joué par les services de sécurité, c'est que c'est vrai que dans tous ces pays, et là c'est jusqu'en 2011, puisque après on rentre dans une période de transition et dont on ne voit pas encore complètement les résultats, c'est que l'absence de possibilités d'expression politique dans ces régimes nécessitait bien évidemment d'avoir des services de sécurité et de renseignement assez forts pour essayer de contenir des éventuelles contestations, et que l'absence de pluralisme dans ces sociétés a évidemment participé du rôle que pouvaient jouer les services de sécurité et de renseignement dans la vie politique de ces pays. Et finalement, une de ses premières missions, qui était la mission de protection de l'État dans les pays, très vite, les services ont passé à un rôle de protection du régime. Donc il faut vraiment faire une distinction entre l'État et le régime, où on voit que ces services sont aujourd'hui, enfin étaient, et je crois encore aujourd'hui depuis les 3 ans des évolutions que l'on voit, beaucoup plus la protection du régime que de l'État. Et ça me semble être un point évidemment très important, et qu'il faut bien avoir en tête lorsque l'on travaille sur ces services de sécurité, de bien voir que les chefs des services de sécurité sont vraiment liés au régime et ne sont pas forcément là pour le bien-être de l'État, mais du régime ou de la famille ou du clan qui est à la tête du pouvoir. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques très importantes et très constitutives vraiment du fonctionnement de ces régimes. Alors c'est vrai on s'est beaucoup posé des questions quand même quand on voit ce qui s'est passé depuis 3 ans. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur le fait que ces services de sécurité qu'on disait omniprésents, qu'on disait extrêmement efficaces dans ces pays, on a le sentiment qu'ils n'ont pas été si efficaces que ça, puisqu'il n'y a pas eu tellement d'indicateurs ou de clignotants qui se sont allumés avant le déclenchement des révolutions dans les pays arabes. Et donc ça, c'est aussi très intéressant de réfléchir et d'essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas eu plus d'éléments qui auraient pu amener ces services donc omniprésents à savoir, à essayer de suivre ce qui était en train de se passer au sein des sociétés. Et là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que ces services étaient beaucoup plus tournés vers donc, la protection du régime, mais finalement relativement en vase clos, même s'il y avait ce système de mukhabarat, le terme a été utilisé par Luc tout à l'heure, où on disait que dans des pays comme l'Égypte, la Syrie, mais également dans les pays du Maghreb, qu'il y a un nombre d'informateurs incroyable et qu'on ne pouvait pas dire un mot sans que les services soient au courant. Mais on a le sentiment quand même que ce maillage de la société par les services, qui a été décrit par beaucoup d'observateurs, et même pour ceux qui vivaient sur place, en Irak évidemment, Luc pourra aussi en parler, lui qui a une bonne connaissance de l'Irak. Donc il y avait évidemment cette préoccupation des services de savoir ce qui pouvait se tramer au sein des sociétés. Mais finalement, on a quand même le sentiment que l'obsession du maintien du régime les a fait passer à côté de la perception de ce qui pouvait se passer au sein des sociétés, en dépit de ce maillage de la société tel qu'il était mis en place dans pratiquement l'ensemble de ces pays. Et donc ça nécessite de réfléchir et d'essayer de comprendre beaucoup plus à ce qui s'est passé. Alors peut-être pour finir, parce que je ne vais pas être trop longue et laisser du temps non seulement à Luc et après aux questions, il y a un terme qu'on utilise de plus en plus pour parler de ces services de sécurité dans la région et qui est un terme que je trouve très intéressant. On parle de sécuritocratie. Et je trouve que c'est un terme qui est assez intéressant à utiliser et sur lequel il est intéressant de travailler pour montrer ce que sont justement, quelle est la nature de ces régimes et comment ces régimes, jusqu'en 2011, ont fonctionné sur vraiment cette question de la sécurité. Et donc, cette expression qui a été utilisée par des chercheurs arabes, de parler de sécuritocratie, me permet, semble-t-il, d'assez bien comprendre et percevoir la nature de ces systèmes politiques et de ce rôle très important et de ces liens très très étroits entre le système de sécurité et le régime que ces systèmes de sécurité soutiennent
et le lien très intime, très étroit qui a existé et qui existe, me semble-t-il encore, mais ça on pourrait y revenir, entre ce fonctionnement de ces régimes et des systèmes sécuritaires qui sont vraiment partie constituante de ces régimes. Et donc là, je pense qu'il faut faire très attention à l'utilisation des termes, hein, de bien distinguer entre l'État, le régime, le clan, la famille au pouvoir, parce qu'on voit bien que dans le... Alors là, on pourra évidemment dérouler suivant les pays, parce que tout ne se passe pas exactement de la même façon suivant les terrains, mais il y a quand même un élément constitutif qu'on retrouve dans l'ensemble des pays dont on parle, de la région du monde arabe. C'est quand même ce lien extrêmement étroit, constitutif, entre ces systèmes de sécurité et l'État, et le régime, pardon, et ce qui oblige finalement à penser ça, à regarder ça et à observer ça avec vraiment ces lunettes pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer. Et on le regardera d'autant plus avec ces lunettes-là depuis 3 ans, avec toutes les évolutions auxquelles nous assistons, évolution ou non, mais ça ce sera avec un grand point d'interrogation. Bon, les États arabes, comme vient de le dire Agnès, que nous envisageons, sont situés, on vient de le voir, à l'intersection de plusieurs cercles. D'abord le cercle des États arabes qui présente les caractéristiques historiques et de culture qu'on vient de voir, résultant du passé récent de ces pays. Mais ces États appartiennent aussi au cercle des États autoritaires. Donc il y a des caractéristiques des régimes qui tiennent simplement, non pas à leur histoire, mais au fait que ce sont des régimes autoritaires qui ont un peu tous les mêmes réflexes, quelle que soit la latitude où ils se situent. Et puis enfin, ils appartiennent à un 3e cercle, qui est celui des pays en voie de développement. Alors ça génère là aussi d'autres automatismes et d'autres attitudes dans les modes de gouvernance. Tout ça fait qu'il y a un certain nombre de traits communs à tous les États arabes, dans les missions et dans les modes d'action. Alors dans les missions, je vais essayer d'aller un peu vite parce que cela, ce sont des choses, je crois, qui sont assez connues, et puis pour aborder plus rapidement les cas concrets après, le rapport direct entre les services et le pouvoir selon les pays. Alors les missions dans tous ces pays-là, il y a 3 missions. Dans l'ordre, la première, c'est garantir la pérennité du régime, comme vient de le dire Agnès. Face aux dangers intérieurs, c'est évidemment la première préoccupation, par le contrôle des populations, la surveillance au moins, et par la neutralisation des opposants. Face aux dangers extérieurs, la recherche d'alliances, qui en général ne peuvent pas être trop ouvertes, donc c'est au service de renseignement de les rechercher, de nouer les contacts. Et puis dans la surveillance des diasporas. N'oublions pas que ce sont des régimes qui ont des diasporas importantes, que ce soit les anciens États du monde francophone ou ceux du monde anglophone, et ils ont des diasporas importantes. Il y a les exilés, qui sont d'anciens opposants, qu'il s'agit de surveiller très près. Il y a les étudiants, qu'il faut encadrer. Il y a simplement les travailleurs, qu'il faut aussi encadrer et dont il faut infiltrer les organisations locales s'il y en a. Et puis, il y a aussi tout ce qui a trait au culte, les mosquées, et les organisations liées au culte, et en particulier les organisations caritatives. Action importante des services de tous ces pays-là dans ces communautés. On connaît les actions des services du Maghreb dans ce domaine, mais l'Arabie Saoudite, le Qatar, sont des pays qui ont aussi une influence très grande. La deuxième mission, promouvoir les ambitions régionales du régime. En fait, les pays arabes n'ont pas eu, en général, de politique étrangère universaliste, ils n'ont pas de grands principes à défendre, ils ont, en revanche, des intérêts régionaux à défendre. À part le panarabisme, mais ça, bon, bien entendu, on sait ce qu'il a donné. Donc, pour défendre ces enjeux régionaux, on est amené évidemment à utiliser, on ne peut pas dire qu'on veut avoir plus d'importance que l'État qui est à côté. L'Égypte ne peut pas dire je ne veux pas que l'Arabie Saoudite soutienne l'imam au Yémen pendant toute la période de la guerre civile au Yémen.
Donc on va utiliser d'autres termes, on va avoir recours justement au panarabisme, de façon à essayer de faire croire à l'opinion publique qu'on est le meilleur défenseur du grand idéal, et donc on mérite d'avoir un rôle prépondérant sur la scène au moins régionale. Cette politique peut amener à faire le grand écart. La Syrie, pendant des années, s'est imposée de ne pas demander de visa aux ressortissants des pays qui appartenaient à la Ligue arabe, au nom justement de l'appartenance à la Ligue arabe. Nous sommes tous arabes, nous ne demandons pas de visa aux ressortissants de ces pays. En même temps, les services étaient parfaitement conscients qu'ils couraient un gros risque du point de vue du terrorisme, qu'il fallait défendre le principe général, donc ça a été le cas. Dans la promotion des ambitions régionales, la logique le plus souvent est purement défensive, bien entendu, mais elle peut être aussi offensive. Et dans ce cas, les services jouent un rôle important, quand c'est le cas, dans les tentatives pour acquérir des armes de destruction massive. Il faut défendre, bien sûr, des causes justes. Le plus souvent, on se rattache à une cause juste à défendre. Il y en a énormément de causes justes. Alors évidemment, vous pensez tout de suite à la cause palestinienne, mais il y en a bien d'autres. Il y a la cause cachemiri, il y a la cause sahraoui, il y a la cause kurde. Ce n'est pas une cause arabe, mais on peut défendre les Kurdes de l'adversaire, du voisin. Donc l'Irak peut défendre les Kurdes qui sont en Turquie, ou les Turcs qui sont en Iran, et vice-versa. On peut aussi défendre l'OMPI. L'Irak a défendu Saddam Hussein, s'est servi de l'OMPI, les Moudjahidines du peuple, donc des opposants bien connus au régime des ayatollahs, qui s'en est servi pendant quelques années. La troisième mission de tous ces services, c'est de soutenir éventuellement des visées internationalistes ou universalistes. C'est un cas qui est beaucoup plus rare. Cependant, Kadhafi nous a donné, pendant des années, nous a donné les exemples de toutes les causes universelles qu'il pouvait inventer dans un premier temps et défendre ensuite. Mais défendre avec beaucoup de dégâts autour. Je veux dire, ce n'était pas simplement des inventions. Il faisait en sorte qu'elles existent ensuite. Mais à part Kadhafi, ça c'était bon, des idéologies universalistes, on va dire, mais aujourd'hui il y en a d'autres aussi. Est-ce qu'on ne peut pas ranger aussi dans ce cadre-là la politique, certains aspects de la politique étrangère du Qatar? La défense d'une certaine forme d'islamisme n'est-elle pas une sorte d'idéologie aussi universaliste? Voilà pour les missions. Presque toutes les missions des services ressortissent de ces domaines. Les modes opératoires et les outils. Là aussi, une grande ressemblance dans les services et les points communs. Tout d'abord, le clientélisme. Il est indispensable à ce système d'avoir une clientèle importante. Les sociétés sont restées profondément traditionnelles, elles sont marquées par une corruption administrative importante, et le pouvoir s'exerce en grande partie par les services rendus. Donc toute l'échelle des nuances est possible. Ça va du Marzen, qui est simplement rendre service dans le cadre de l'administration normale, jusqu'à l'organisation de Baltaji, de différentes milices, comme les Shabiha. Voilà. Mais l'importance d'avoir des gens qui vous sont vos obligés et qui réagissent au quart de tour. Deuxième critère, deuxième ressemblance, le recours à la violence. Alors, nous avons tendance à croire, dans un premier temps, que quand ils tapent trop fort, quand ils torturent trop fort, c'est parce qu'on ne leur a pas enseigné la bonne façon de faire. Ils n'avaient pas la bonne matraque, on ne leur avait pas appris à l'utiliser. C'est faux. C'est pas le plus souvent le cas. On peut avoir tendance à croire qu'il s'agit de mauvais principes, que ce sont les incompétents qui ont trop réagi. Ils voulaient montrer qu'ils étaient trop zélés, et puis ça tient la bavure. Ça peut arriver aussi, et en particulier l'incendie d'Arad qui a déclenché l'affaire en Syrie, clairement un cas de ce genre. Mais n'oublions jamais que la violence est un principe. Il convient de faire peur. Et donc, elle est utilisée volontairement. Pas dans tous les cas.
qu'il faut manifester la plus grande compétence, le plus grand doigté, mais la violence est indispensable. J'étais frappé quand j'étais en Irak, quand il y a eu les premières manifestations en 2012 contre Maliki, et j'étais frappé de voir les réactions. Alors, bon, Maliki, on pourra en parler plus tard, c'est un autre sujet, mais la réaction clairement du Premier ministre à ces manifestations, ça a été évidemment de taper, et c'est pas simplement parce que les vieux réflexes de Saddam revenaient, c'était aussi parce qu'il avait l'impression d'un crime de lèse-majesté. J'ai été élu démocratiquement, comment ose-t-on manifester contre moi? Quelqu'un qui manifeste contre un Premier ministre qui a la majorité au Parlement est quelqu'un qui n'est pas démocrate. Donc j'ai le droit de taper. Clientélisme, recours à la violence. Ensuite, il y a l'utilisation, l'instrumentalisation, le soutien, en général pas avoué, au terrorisme international. Alors ça, c'est un très vaste sujet. J'essaie de ne pas m'attarder dessus, on pourra y revenir éventuellement dans les questions. Les régimes en général n'assument pas le soutien qu'ils accordent au terrorisme du point de vue international. La plupart du temps, d'ailleurs, ça ne les intéresse pas. Ils veulent ponctuellement, à un moment ou à un autre, utiliser tel ou tel vecteur pour faire passer tel ou tel message. Bon, ils assument mal ça. Le seul qui finalement l'a vraiment assumé, c'est Kadhafi, et ça ne va pas porter chance. Bien. Donc ça, on pourra y revenir plus tard. Un troisième aspect, c'est la manipulation de l'Occident. Ils savent nous manipuler. Ce ne sont pas des agneaux naïfs, en particulier dans les services de renseignement. Ils ont des contacts fréquents avec nous, ils nous connaissent, et ils savent comment nous utiliser. Ils savent nous dire ce qui va nous plaire. Ça a ressorti un petit peu, d'ailleurs, de la question précédente du terrorisme, parce que toute la coopération contre le terrorisme qu'on a eue avec ces services n'est pas complètement dénuée d'un certain double jeu et d'ambiguïté. Et puis il y a l'utilisation finalement aussi des organismes à vocation internationale, alors des organisations étatiques ou pas, des organisations de propagande, de promotion, de charité. Le Qatar, l'Arabie Saoudite sont passés maîtres dans cette manipulation, mais les États du Maghreb, qui ont une grosse immigration chez nous, sont passés maîtres dans l'art de manipuler des organisations à caractère religieux ou caritatif, eux aussi. Et puis on peut même sans doute déborder un petit peu et dire que beaucoup d'aspects, la raison pour laquelle le Qatar soutient autant Al Jazeera, c'est que probablement Al Jazeera participe aussi de la politique du Qatar. Je ne parle pas plus longtemps du terrorisme. Ce qui est donné dans le fonctionnement et l'organisation, là aussi, quelques traits communs. La règle absolue, Agnès on a largement parlé, c'est moins un régime se sent légitime, et plus il multiplie les services, et les met en concurrence. La Syrie est un exemple théâtral de cet aspect des choses. Ça ne va pas dans le sens de l'efficacité, en ce sens que, on pourrait dire que deux services en concurrence vont essayer de trouver le bon renseignement pour être bien vus. C'est moi qui ai trouvé le bon renseignement, chef, regardez. Mais en fait, c'est pas ça. Ce qui se passe au bout d'un certain temps, c'est que le service veut être celui qui a dit au chef ce qui faisait plaisir au chef. Et là, on rentre dans un système très pervers. C'est que la concurrence n'est plus sur je suis le plus performant parce que j'ai fait la meilleure analyse. C'est je plais le plus parce que j'ai dit ce que le chef voulait entendre. Donc en fait, le diable se mord la queue et le système n'est pas performant pour autant. La deuxième règle pratique, la première était une règle de principe, la deuxième est une règle pratique, c'est le côté pléthorique des services. Alors l'Égypte, là en l'occurrence, a battu des records. Bon, les Algériens disent qu'il y a 2 millions d'Algériens qui travaillent pour le DRS, mais ils exagèrent peut-être un peu. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en Égypte, en 2012, il y avait 1,2 million de fonctionnaires au ministère de l'Intérieur. 1,2 million
et peut-être même plus de fonctionnaires à l'intérieur, uniquement. L'armée, 500 000 hommes. Comme ils ne sont pas tous dans les services quand même, vous voyez qu'ils ne représentent pas grand-chose, à côté du ministère de l'Intérieur. Alors là aussi, pas forcément signe d'efficacité, bien entendu. Il y a un aspect qui est très vrai. Vu les privilèges, les services donnent des privilèges aux gens, donc ils attirent des gens qui sont très compétents et qui veulent faire carrière pour cela. Mais d'un autre côté, on recrute un peu à tout va et n'importe qui à la base. Le troisième principe, les services sont en général attribués selon des critères qui n'ont rien à voir avec un examen d'entrée ou un concours. C'est attribué selon des critères communautaires. Un exemple dont nous y reviendrons certainement, qui frappe, c'est le Liban. Alors là, c'est parce que là, c'est avoué, c'est officiel. On est à la tête de tel service parce qu'on est de telle communauté. Là, c'est clair. La Syrie, c'était pas avoué, mais c'est le cas avec les Alaouites. L'Irak moderne, eh bien, c'est le cas. On a dit des choses fausses de Saddam. Saddam n'était pas contre les chiites. Simplement, Saddam, pratiquant tout ce que nous avons dit précédemment, et voulant un pouvoir sûr qui le défende lui, s'est entouré des gens de son village et de sa famille. Il se trouve que son village et sa famille, décrite, ce sont des sunnites, donc il s'est entouré de sunnites. Mais ce n'était pas parce qu'il n'aimait pas les chiites. Saddam était, jusqu'à ce qu'il redécouvre la religion, Saddam était un véritable laïc. Et donc il n'a pas favorisé les sunnites par rapport aux chiites en tant que tels. La Libye post-révolutionnaire, il n'est pas certain qu'on ne soit pas parti aujourd'hui dans la pagaille qu'on voit sur des services qui dépendent de tribus, d'affiliations idéologiques. Bien. Voilà ce que j'avais à dire dans ce domaine. Donc, je n'aborde pas la question de la compétence des services, parce qu'il faudrait d'abord se demander quelles sont leurs missions pour bien voir s'ils sont compétents. Ce n'est pas selon nos critères à nous qu'il faut en juger. Ce qui est certain, c'est que ces services ont des pouvoirs exorbitants, qu'ils bénéficient d'une impunité totale, et qu'ils jouissent aussi de nombreux privilèges. Mais ce sont des acteurs incontournables de la politique intérieure et extérieure des États arabes. Ce sont de véritables acteurs sociaux. Et donc, il faut voir quel est leur rapport, quelle est leur position exacte par rapport au pouvoir en place. Nous vous proposons de balayer l'ensemble des pays. Il y en a, on ne va pas s'attarder dessus, si vous avez des questions, vous les poserez. Mais attachons-nous à classer ces pays. Alors, nous avons défini, et ce n'est pas une science exacte, ça je vous rassure tout de suite, vous pouvez critiquer et ne pas être d'accord. Nous avons essayé de définir des critères de classement. On classe les services de renseignement en outils du pouvoir, en centre de pouvoir ou en centre du pouvoir. Voilà. En fait, on a été amené à faire cette classification en regardant la nature des services par rapport et dans leur relation avec le pouvoir politique. Et il est apparu que même s'il y a un certain nombre de points communs qui ont été déjà évoqués depuis le début de cette intervention, donc toute la partie vraiment du rapport de ces services avec le pouvoir politique, avec le régime, il nous est quand même apparu qu'évidemment il y avait des différences et qu'on ne pouvait pas simplement parler des services de sécurité arabes d'une façon générique, mais qu'il convenait d'essayer d'aller un peu plus loin et de voir les différences qui pouvaient exister dans ce rapport entre ces services et le pouvoir. C'est la raison pour laquelle on a donc parlé d'outils de pouvoir, de centres de pouvoir et de centres du pouvoir. Alors, parfois vous allez nous dire que les distinctions sont peut-être un peu tirées par les cheveux, mais en tous les cas c'est un moyen d'essayer quand même d'approcher d'un peu plus près la réalité et la position surtout de ces services
par rapport à ce pouvoir, d'où cette classification que nous vous proposons et qui peut évidemment maintenant évoluer de façon, on n'est pas dans quelque chose de statique, ça nous a paru comme une réalité et un moyen d'un peu mieux comprendre leur position, mais c'est une classification en tous les cas qui n'est pas appelée à demeurer la même forcément encore pendant des dizaines d'années. Oui, d'ailleurs, sans besoin de révolution, je veux dire, la Syrie, on a pu se demander pendant très longtemps, on s'est demandé si Bachar, Hafez, on ne s'est pas posé la question, on savait qu'il était le chef. Bachar, on n'était pas sûr. Pendant des années, on s'est demandé, vu l'opacité du système, pendant des années, on s'est demandé s'il était vraiment le chef. Dans ce cadre-là, s'il n'était pas vraiment le chef, qui l'était? Qui commandait? Et donc, on pouvait légitimement se dire, c'était peut-être les services. D'autant quand Shawkat, son beau-frère, a été nommé à la tête des services de l'armée de terre, on a pu se dire, ah, voilà, donc finalement, c'est ça. Bon, en fait, on s'est aperçu après qu'il avait été nommé à la tête des services de l'armée de terre parce que ces services-là n'étaient plus les services prépondérants. Et donc c'était une mise au rencard, c'était une disgrâce. Mais 5 ans avant ou 10 ans avant, ça n'aurait pas été une disgrâce, au contraire, ça aurait été une promotion. Donc on voit que ces choses-là sont extrêmement mouvantes, même sans qu'il y ait de révolution. Je vous propose, surtout pour l'outil du pouvoir, je vous propose de balayer relativement vite. Vous reviendrez, si vous voulez, par des questions, parce que surtout pour l'outil du pouvoir, ça pose pas vraiment de problème. On s'attardera juste sur un ou deux, trois cas particuliers, et pour les autres, on va passer très vite. Encore une fois, on pourra y venir avec vos questions. Alors, les services outils du pouvoir, dans les monarchies du Golfe, personne ne se pose la question, c'est clair, c'est l'émir ou c'est le roi qui est le patron, et la preuve, le prince Bandar, qui a été nommé en 2012 à la tête des services saoudiens, ça montre bien que c'est la famille régnante qui tient. Ce qui est clair, c'est de s'apercevoir que dans les monarchies qui ont une légitimité politique, à l'inverse des autres régimes qui ne sont pas des monarchies, et c'est vrai que les monarchies, du coup, dans les monarchies, on voit que les services sont outils de pouvoir, sont utilisés par le régime, par le pouvoir, pour mener un certain nombre d'actions, mais la légitimité dont disposent ces monarchies donne une marge de manœuvre moins grande au service, ou en tous les cas les activités du service sont beaucoup plus contrôlées par le pouvoir que ça ne peut être dans les autres pays de la région, où là, la question de la légitimité du pouvoir étant posée, le rôle des services est tout à fait différent, et les services sont utilisés, comme je disais tout à l'heure, comme un moyen de préserver le régime, parce qu'il n'a pas cette légitimité. Donc il y a vraiment une différence fondamentale à faire lorsque l'on parle de la région, entre les monarchies et les autres pays. Et d'ailleurs, il y a qu'à regarder également ce qui se passe depuis 3 ans dans la région, entre ce qui se passe dans les pays qui sont des monarchies et dans les pays qui ne sont pas des monarchies. On voit bien que les mouvements de contestation ne se passent pas de la même façon et que la réponse des pouvoirs ne sont pas les mêmes dans le cas de monarchie que dans le cas des autres qui sont des républiques, oui, souvent des républiques. Donc ça, c'est vraiment un des éléments très importants à avoir en tête. On ne peut pas mettre dans le même sac, c'est passer l'expression, les monarchies et les autres pays. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Agnès, il y a aussi un élément qui fait que les renseignements militaires ou les armées, nous allons y venir, c'est souvent parce qu'un service de renseignement appartient à l'armée qu'il a un pouvoir absolument énorme. La légitimité des armées, au contact direct des populations, matraquant en direct, je veux dire, et avec la corruption la plus pénible pour le petit peuple, l'agent de police qui raquette les chauffeurs de taxi, etc. etc. C'est la police qui est au contact direct. Et la police n'a que la légitimité du régime. Si le régime n'en a pas, la police non plus. Alors que l'armée peut toujours, à un moment donné, elle qui n'est pas en contact direct dans les ennuis de tous les jours avec le peuple, l'armée peut toujours apparaître comme un recours et peut donner l'impression qu'elle va sauver le pays. Mais vous ne verrez jamais un coup d'État fait par la police. Et on l'a vu parfaitement bien, les événements depuis 3 ans le montrent parfaitement. De même que tous ces régimes sont arrivés au pouvoir, Hafez al-Assad est arrivé par un coup d'État militaire, etc. Parce qu'il y a cette capacité de l'armée d'incarner à un moment donné une légitimité qui a l'air apolitique. Ce qui n'est pas le cas des forces des ministères de l'Intérieur en général. La Jordanie, nous sommes tous
tous d'accord. Le Maroc illustre parfaitement ce que vient de dire Agnès. Alors le Maroc, en 70, 71, 72, il y a quand même eu des petites tentatives justement faites par l'armée contre le roi, qui ont laissé des traces. Glimi est devenu très fort. Bon, en 83, le général Glimi a eu un accident, et depuis cette époque, on peut dire qu'effectivement, la monarchie a repris en main les services, tant militaires que civils, au Maroc. D'ailleurs, le roi vient de nommer en 2005 un de ses amis personnels, Mohamed Mansouri, à la tête du service militaire. Donc, il tient la chose, il n'y a pas de problème. La Palestine, les seuls services qui existaient avant, c'était ceux de l'ONP et donc de l'autorité palestinienne, sécurité préventive, les renseignements généraux. Bon, en fait, ils travaillent main dans la main avec les services occidentaux et israéliens, donc il n'y a pas de problème. Les services du Hamas, depuis 2006 à Gaza, autre problème, mais il est clair que ça n'a rien à voir avec une tentative de prise de pouvoir ou l'exercice du pouvoir par son service de sécurité. La Tunisie, Ben Ali était militaire, mais il avait confié la sécurité de son régime à la police. Mal lui en a pris, qui était parfaitement à ses ordres, et donc on peut mettre les services tunisiens dans les services outils du pouvoir. Ils n'ont jamais menacé le régime. C'est bon. Les services centres de pouvoir. Je reviendrai sur le Liban, qui bien entendu, nul n'en ignore, est un cas particulier. Bon, le Yémen, aucun problème pour le Yémen. Les services n'ont jamais été au cœur du pouvoir. Les services, dans le pire des cas, peuvent être l'expression d'un autre système qui est effectivement prégnant au Yémen, qui est le système tribal. C'est une autre question, ce n'est pas en tant que service. Il peut y avoir dans les services des représentants de secteurs tribaux de la population, et c'est à ce titre-là qu'ils pourraient avoir du pouvoir. Le Soudan, les services sont aux ordres. La Libye, dans la pagaille actuelle, on peut dire que, bon, il y a plutôt résurgence de phénomènes, chaque clan, chaque tribu, chaque idéologie essaie d'avoir ses propres services qui sont en concurrence. Soulignons quand même qu'à l'époque de Kadhafi, où les services étaient parfaitement aux ordres du guide, puisque, rappelez-vous, il a quand même réussi à les amener à se faire juger. Bon, donc c'est qu'ils étaient vraiment aux ordres. Son dernier chef des services de renseignement, rappelez-vous, Moussa Koussin, il a quand même réussi au début de la Révolution à s'exfiltrer au Qatar. C'est quand même un peu surprenant. Alors on peut se demander quel gage il avait donné avant, ou quel était exactement son jeu. Mais en tout cas, sous les ordres de Kadhafi, il ne bougeait pas. Le Liban, pourquoi est-ce que je l'ai gardé un peu à part? Le Liban représente parfaitement le cas de services qui ne sont pas considérés comme un organe du pouvoir, c'est-à-dire une communauté n'a pas un service pour exercer le pouvoir, mais elle veut un service pour se protéger, pour se garantir des ordres. Bon, après, bien sûr, il se trouve que si j'ai un service, je vais avoir des informations, je peux contrôler des choses, je peux avoir peut-être un peu plus d'influence. Mais finalement, le premier réflexe des communautés, c'est d'avoir un service qui les protège et qui leur donne la garantie que personne ne pourra entreprendre quelque chose contre elles. Bon, la plupart des services au Liban étaient chrétiens. Aujourd'hui, il ne reste des trois principaux services, le B2 de l'armée, qui continue de s'appeler le B2. Bon, lui est toujours chrétien et maronite. Bon, on n'est plus à l'époque du général Chehab, où on disait que le B2 faisait les élections. C'est un épisode qui finit. Le B2 est parfaitement aux ordres. Le deuxième service qui était chrétien, la Sûreté Générale, est devenu un service chiite à l'époque du président Houd, qui sans doute sous la pression syrienne l'a donné à l'excellent général Gézini, et c'est resté un service chiite. Il y a un troisième service, la DGSE, mais qui est un service aujourd'hui qui est complètement au rencard et qui est donné à un Melkite, mais qui
qui n'a plus d'importance, et les sunnites n'avaient pas de service. Et à partir de 2006, les sunnites ont fait en sorte d'avoir un service qui a été donné à Wissam al-Hassan. Au sein des forces de sécurité intérieure, au ministère de l'Intérieur, ils ont essayé de créer leur propre service de renseignement. Mais on voit bien dans cet acharnement à obtenir un service qu'ils n'avaient pas, de même que dans l'acharnement des chiites à garder la sûreté générale, on voit bien toute l'importance que ça a du point de vue, alors bien sûr, du point de vue clientèle, et vous imaginez tout le reste, mais du point de vue protection d'une communauté. L'Irak. L'Irak, c'est un peu le même réflexe qui a eu lieu. Sous Saddam, les services étaient aussi mis en concurrence permanente, mais ils étaient soumis au raïs d'une main de fer. Les Brennert a supprimé les services, l'armée, la défense en 2003. En 2004, il a fallu créer un service, bien entendu. La CIA a créé un service qui s'appelle l'INIS, qui a été donné de façon pas forcément très habile au général Abdallah Sharwani. C'était un turcoman sunnite. Alors, cette situation, évidemment, n'a pas convenu au Premier ministre Nouri al-Maliki. Et puis, Sharwani a démissionné en 2009 et a été remplacé par quelqu'un qui est plus dans la ligne du parti. Là aussi, les chiites ont eu l'impression de se faire massacrer, surtout à la fin, après la première guerre du Golfe, et que Saddam leur en voulait. Je ne dis rien de l'influence iranienne probable, plausible, dans le domaine. Bon, il fallait que les services appartinssent à des chiites, c'est fait. Au ministère de l'Intérieur, ça a moins d'importance pour Maliki, au ministère de l'Intérieur, le vice-ministre chargé de l'antiterrorisme est un kurde sunnite. Bon, et ça ne semble pas poser réellement de problème. Et puis enfin, bon, ça c'est un autre cas en Irak, nous avons les Assayesh, les services kurdes, mais comme ce n'est pas les services arabes, ça ne fait pas partie du programme de la conférence. Ah non, on ne parle que de... Bien, la série, nous y reviendrons, nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. Les services centres du pouvoir. Vous voyez que finalement, ils sont très peu les services auxquels on peut attribuer une influence déterminante, voire... jamais une guidance officielle, mais on est dans la coulisse, et dès que le chef politique fait quelque chose qui ne va pas, on le tape. Il n'y a guère que les pays où l'armée était très forte, mais où a un système économique autour d'elle, c'est-à-dire elle existe sans tenir compte du pouvoir, ce qui est le cas de l'Égypte, et c'est le cas de l'Algérie, comme chacun sait. Ce sont dans ces cas-là qu'on a vraiment affaire à des services qui, là, peuvent être appelés centres du pouvoir. Alors l'Algérie, c'est intéressant, parce que l'Algérie qui n'a pas connu de printemps, connaît quand même une évolution justement dans ce domaine. Donc c'est intéressant. Alors tout le monde évidemment connaît le DRS, de réputation au moins, dirigé par le général Mohamed Meguel, dit Taoufik, dit aussi Dador, dans certains cercles. On dit en Algérie que le général Meguel a plus de pouvoir que Edgar Hoover n'en a jamais eu aux États-Unis, à sa plus grandeur de gloire, et qu'il n'y a pas un fonctionnaire nommé dans le pays sans que le DRS n'ait donné son assentiment. Bon, quoi qu'il en soit, Bouteflika lui doit probablement son élection quand même. Bon, il est clair que le président actuel n'était pas le premier candidat de l'armée, et que c'est probablement parce que Jean Médienne a pensé qu'il pouvait être un bon chef qu'il a été élu. Et qu'il a en particulier probablement tordu un peu le bras à l'armée et lui a imposé des compromis et des assouplissements du régime plutôt en faveur du président Bouteflika. Pour autant, en 2010, le DRS a lancé quelques enquêtes anticorruption. Alors, on
des pays comme ça, une enquête anticorruption, ça peut viser qui? Autour de contrats conclus par la Sonatrach, enfin des choses bon. Et probablement des milieux très proches de la présidence ont dû s'inquiéter. Et du coup, hasard ou pas, je ne sais pas, après l'attaque qui a eu lieu contre le complexe gazier de Tigenturin il y a un an, eh bien, le président Bouteflika a pensé qu'il était temps de réformer le DRS qui manifestement n'avait pas toutes les qualités requises. Et donc une réforme a été mise au point. Je ne sais pas si elle va vraiment entrer en vigueur. Si elle entre en vigueur, elle signifierait un affaiblissement important, considérable du service du général Médiel. Parce qu'il s'agirait ni plus ni moins que de retirer au DRS la direction de la sécurité intérieure, qui irait au ministère de l'Intérieur. C'est quand même un peu fort. Le service d'écoute resterait quand même à l'armée. Et la direction de la documentation de la sécurité extérieure partirait directement aux ordres de la présidence de la République. Donc, le DRS connaîtrait un amoindrissement considérable de ses pouvoirs. Reste à voir maintenant si cette réforme va vraiment entrer en vigueur. Deuxième exemple, l'Égypte. La chute de Moubarak a entraîné la chute du GIS, qui était le grand service militaire de l'Égypte, dirigé par le très fameux général Omar Suleiman, dont vous avez tous entendu parler, et qui était très apprécié des services occidentaux et de la diplomatie occidentale et israélienne d'une façon générale. Le général Omar Suleiman connaissait bien son poste, il y est resté de 1993 à 2011, donc il a eu le temps de bien connaître. En 2011, je rappelle qu'il est devenu vice-président nommé par Moubarak. Quand Moubarak est tombé, Suleiman a définitivement quitté la scène. Et le GIS a complètement tombé en disgrâce à ce moment-là. Il a eu quand même le temps de transmettre ses dossiers au service de renseignement de l'armée, l'équivalent de la DRM, pour qu'il ne tombe pas en de mauvaises mains. Ces dossiers concernaient évidemment toutes les personnes, toutes les actions sensibles qui avaient pu être répertoriées par le GIS. Et quand même, il faut bien voir l'importance de ce service de renseignement de l'armée qui normalement ne fait que ça. Il ne dépend que du ministre de la Défense et il semble bien que le général Abdel Fattah al-Sisi, qui est maintenant ministre de la Défense, il semble bien qu'il a sûrement été membre de ce service de renseignement militaire, s'il n'en a pas été le chef. Pour le GIS, qu'est-ce qui s'est passé? Le service tombé en disgrâce. Morsi a nommé un chef en 2012, mais le pouvoir intérimaire, dès juillet 2013, a limogé ce chef-là et l'a remplacé par un autre. Bon, le général Suleiman, comme on le savait, gérait tous les dossiers de la diplomatie sensible de l'Égypte. Il gérait la question du Nil, les pays frontaliers, la question palestinienne et les pays sensibles. Alors, les pays sensibles, c'est l'Arabie Saoudite, l'Iran, les États-Unis, bon, la question palestinienne à Israël. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, dans ces deux cas, on voit bien que finalement, ce n'était pas simplement le service. Si le service pouvait tenir une telle position par rapport au pouvoir politique, c'est pour le moment parce qu'il s'appuyait sur une place tout à fait prépondérante de l'armée en elle-même. Hein, je ne sais pas si on comprend, mais dans ces deux pays, l'Algérie et l'Égypte. Ce qui n'est pas du tout le cas en Syrie. Voilà, nous sommes prêts. On pourra revenir sur beaucoup de choses, mais pour le moment, nous sommes... Merci beaucoup pour vos deux interventions de ce soir. Vous pouvez les applaudir. Oui. Donc on va vous faire passer des micros pour leur poser des questions. Je vais vous demander de vous présenter donc, votre fonction avant de poser une question courte, comme d'habitude, n'est-ce pas? Et ils vous répondront, peut-être demander à qui vous souhaitez répondre à cette question, si vous avez une question bien précise. Comme d'habitude, je vais abuser de ma position pour poser la première et par esprit de provocation, poser une question qui est un peu annexe au sujet de ce soir.
quid des services de renseignement iraniens qui sont dans une zone, ils évoluent au contact régulier avec les Mukhabalat, et je voulais savoir dans quoi on pourrait les classer en fonction de votre classification, comment vous voyez un peu les services iraniens. Spontanément, je dirais que le service, enfin, le MR est l'héritier direct de la SAVAK. Il a repris ses missions. Il est tout aussi nationaliste que l'équipe mène une politique nationaliste. Voilà. Les passes d'Aran, contrairement à ce qu'on dit, n'ont pas réellement un service de renseignement. La brigade Al-Quds est une brigade, c'est plutôt un service action. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire des choses à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais du point de vue renseignement, c'est pas leur métier. Donc je les mettrais dans la centre de pouvoir. Ouais. Vous savez que c'est pas une science exacte. Bon, vendu. Deuxième question donc, qui a le micro? Qui souhaite poser une question? N'ayez pas peur. Oui, monsieur au deuxième rang. On va vous donner le micro, monsieur. Merci de vous présenter. Même question pour la Turquie. Merci de vous présenter, monsieur. Non? Bon, non. Ok. Pour la Turquie, alors le MIT, c'est un peu une exception dans le système dont nous avons parlé, parce que le MIT, lui, c'est un service mixte, à la fois civil et militaire. Alors le MIT, il n'a jamais eu de visée à proprement parler politique. Il défend un système, et le système turc, le système de l'armée turque plutôt. Là aussi, comme par hasard, on a une armée qui était très forte, puisque le ministre était un subordonné du chef d'état-major de l'armée en Turquie, jusqu'à ce que Erdogan arrive. Le MIT est un service professionnel qui se contente de lutter contre les gens qui ne lui plaisent pas, c'est-à-dire les Arméniens, l'extrême gauche. Alors, le problème avec l'armée turque, c'est qu'elle a toujours eu l'habitude de faire un peu, de mener sa propre politique. Et donc, il est clair qu'ils ont dû, à une époque, lutter contre les islamistes, ou ils ont dû avoir des dossiers sur les islamistes. Bon, évidemment, plus question de sortir ces dossiers-là. Vous avez pu voir que, finalement, l'armée n'a pas pu, ni même le reste des institutions, n'ont pas pu résister à l'emprise progressive que Erdogan fait peser sur le système turc. Les purges dans l'armée, les purges dans les services, les purges dans la justice, les purges dans la police. Au titre 2, on ne m'avait pas prévenu que mon fils était victime d'une enquête, pour corruption, etc. Donc, avec toutes ces purges, on voit bien que le système n'a pas pu se défendre jusqu'à aujourd'hui. Bien, donc qu'est-ce que ça va donner? Erdogan a nommé à la tête du MIT, nommé récemment, je ne sais plus, il y a peut-être un an, oui, un de ses proches, un civil, et il l'a nommé avec la mission particulière, de tenir le système bien sûr, et deuxièmement, de mener une politique, de mener la diplomatie avec le PKK. Ce n'est pas un truc qui va beaucoup plaire à l'armée turque, donc bon. Voilà, mais je dirais que c'était, dans la mesure où le MIT fait partie du système global militaire turc, on pourrait dire centre du pouvoir, centre de pouvoir, mais pas plus. Je crois pas. Enfin, à mon avis, hein. Je ne suis pas spécialiste du monde turc. Une autre question? Oui, monsieur au milieu, on va vous donner le micro. Bonsoir, Nicolas Coine, étudiant à l'école de guerre économique. Je voulais savoir si vous pouvez revenir plus en profondeur sur la manipulation de l'Occident et sur l'utilisation des organismes à vocation internationale par rapport à ça, et notamment vis-à-vis de la France. C'est pour toi, ça, Agnès. Ce que l'on peut dire, c'est que là, il y a dans les services de sécurité, dans les services de renseignement dans le monde arabe, il y a vraiment une utilisation des services pour tout un tas d'opérations.
qui sont des opérations parfois qui peuvent être aussi des opérations de la diplomatie, où on voit qu'il y a quand même un rôle très important qui est joué par les services dans le domaine de la diplomatie, et on voit les services mener eux-mêmes des opérations de cette nature qui normalement ne sont pas dévolues dans le système tel que nous pouvons les connaître, qui ne sont pas dévolues aux services de sécurité ou de renseignement, mais beaucoup plus à la diplomatie. Et on voit bien qu'il y a toute une relation qui parfois peut être assez ambiguë d'ailleurs de la part de ces services dans l'utilisation et dans l'utilisation d'un certain nombre d'organisations. Et on le voit bien dans tout ce qui est la gestion de l'islam à travers un certain nombre d'organisations, dans les pays occidentaux et en France en particulier, où on voit bien qu'il y a une volonté de contrôle par les services de renseignement. C'est ce que disait Luc tout à l'heure, à travers les communautés qui sont dans les pays européens ou dans les pays occidentaux. Et il y a donc une utilisation de tout un tas d'organisations par les services de renseignement pour justement avoir le contrôle sur ces communautés et pour pouvoir avoir un contrôle sur les individus qui constituent ces communautés. Et donc là, il y a eu donc des négociations aussi qui sont menées de service à service, hein, c'est-à-dire par les services de sécurité dans le monde arabe avec leurs homologues occidentaux pour avoir une coopération d'un certain nombre de domaines sur la gestion ou le contrôle éventuellement d'un certain nombre de communautés ou d'organisations ou d'associations qui sont ici et qui méritent d'être quand même, de savoir un peu ce qui s'y passe et de ne pas laisser ces associations, ou certaines d'entre elles en tous les cas, complètement hors de tout contrôle. Donc il y a eu un certain nombre de travail en commun fait par des services de renseignement dans le monde arabe avec leurs homologues occidentaux sur tout un tas de questions, et ce qui n'empêche que ce sont en même temps, c'est toute l'ambiguïté et toute l'ambivalence, c'est qu'il peut y avoir des points sur lesquels il y a ce travail en commun qui est effectué, mais ce qui n'empêche pas pour autant certains de ces services arabes pouvoir mener des opérations à l'extérieur, en France ou dans d'autres pays européens, qui peuvent aller à l'encontre des intérêts du pays en question. Donc il peut y avoir absolument double action, une action en commun sur un certain nombre de sujets, avec une collaboration sur un certain nombre de sujets, et en même temps il peut y avoir des opérations ou des politiques qui sont menées par les services de renseignement arabes sur un territoire autre en Europe par exemple, où des opérations peuvent être menées qui iront elles complètement à l'encontre des intérêts du pays d'accueil. Donc il y a vraiment des actions qui sont parfois très très ambiguës, et il y a une vraie question qui se pose sur jusqu'où peut aller la coopération avec les services de renseignement, puisqu'on sait très bien qu'il va y avoir une part peut rester en tous les cas complètement de côté, peut rester complètement opaque, et ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des opérations qui sont menées contre des intérêts. Donc une coopération, oui, la coopération existe largement, et en particulier dans le domaine du terrorisme, entre les services de renseignement arabes et les services occidentaux, mais avec toujours quand même une certaine distance qui doit être maintenue, parce qu'on ne sait jamais très bien jusqu'à quel point les intérêts sont convergents. Ils le sont dans tout un tas de dossiers, mais il y a aussi des moments où les intérêts ne sont plus du tout convergents, mais peuvent être divergents, et donc là c'est la limite de la coopération qui peut exister et qui existe bien évidemment entre les services, en particulier, donc je le rappelle, dans la question de la lutte contre le terrorisme, et on a vu ce domaine explosé, si je puis dire, après le 11 septembre, où là il y a vraiment eu une coopération renforcée entre les services arabes et les services occidentaux dans la lutte contre le terrorisme. Et on l'a vu en particulier dans le cadre de la coopération qui existait entre les services français, européens et syriens au moment de la guerre en Irak, où on a vu les Syriens effectivement jouer tout à fait le jeu de la coopération avec les services occidentaux, et en même temps jouer double jeu en laissant passer un certain nombre de personnes non recommandables quand ça servait leurs intérêts, alors que dans le même temps il y avait une coopération, et les Syriens donnaient des gages aux services occidentaux, en particulier au moment où ils ont voulu se refaire une virginité après l'assassinat de Hafik Haïli, et qu'ils ont voulu réintégrer la scène internationale, où là on les a vus très bien manipuler, très bien jouer un double jeu dans ce domaine. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a eu ce double jeu qui a été joué par un certain nombre de services, avec une très grande maîtrise, défendant certains de leurs intérêts, et en même temps donnant les gages nécessaires quand il le fallait pour pouvoir obtenir autre chose en échange. Donc on est toujours aussi dans cette logique, et donc ce qui n'est pas toujours facile à négocier, et de savoir jusqu'où aller dans la négociation pour ne pas finalement faciliter un certain nombre d'actions qui pourraient aller à l'encontre d'intérêts qui pourraient être les nôtres.
Dans le cas de la Syrie, je repérais dans la salle d'éminents spécialistes, sont bien meilleurs que moi dans le domaine, mais la Syrie, on a pu se demander à une époque si la Syrie n'inventait pas des groupuscules terroristes. On nous les donnait. C'est-à-dire, ils en fabriquaient tellement, en plus, mais pour l'utilisation de leur propre diplomatie ou de leurs propres intérêts. Mais ils en fabriquaient tellement, des islamistes, à usage externe uniquement, bien sûr, que de temps en temps, ils pouvaient aussi bien nous en donner quelques-uns. Bon, c'est un jeu qui est très difficile à jouer. La Syrie elle-même, qui s'est fait une spécialité depuis 50 ans de danser sur la corde raide, et qui a l'air d'aimer ça, a fabriqué des groupes et les a vus se retourner contre elle. Le cas le plus emblématique, on pourrait dire, c'est le Fatah al-Islam, qui a manifestement été créé par le régime syrien à une époque, et qui s'est retrouvé un jour dans le camp de Nar el-Bared au Liban, et qui a tenu un siège pendant 2 mois contre l'armée libanaise. Et en 2008, qui a fait exploser une bombe dans Damas, pour se venger probablement de ne pas avoir été soutenu comme il convenait. Voilà, donc il y a une très grande ambiguïté, il y a une manipulation et ça, on le sait, mais ça n'empêche que de temps en temps, ils peuvent vraiment nous aider. Je rappelle quand même que les services de Kadhafi, qui ont été tellement honnis par les services occidentaux, en 2009, ils avaient une coopération officielle avec la CIA, et ils étaient formés par la CIA, et le MI6 et le MI5 travaillaient avec les services de Kadhafi pour faire l'infiltration des réseaux islamistes de Grande-Bretagne. Voilà, donc bon, on peut coopérer. Oui, à droite. Oui, Vincent Ramatsu, consultant. J'avais une question concernant ce que l'on sait des moyens et méthodes utilisés par ces services. Je pense notamment en termes d'outils et démarches de traitement de l'information informatique par ces services pour traiter les informations soit individuelles, soit de société, pour récolter, traiter ces informations et en extraire des données qui soient utilisables par le régime. C'est une bonne question. Je pense que je voudrais d'abord demander à des gens qui ont effectivement coopéré avec ces régimes et qui ont peut-être pu rentrer dans des salles où il y avait des ordinateurs. Bon. Donc ils témoigneraient, nous avons vu des ordinateurs. Je dirais que peut-être la façon dont ces services ont réagi aux blogs ou aux révolutions des 2 dernières années, au mouvement des 2 dernières années, serait un bon critère pour savoir quels sont leurs moyens. En fait, là, ça dépend aussi pas mal des pays, parce que ce qu'on a vu, par exemple, en Syrie, où tout l'aspect informatique avait été largement développé par Bachar el-Assad, qui était président de la société d'informatique, on a vu effectivement très vite, après le déclenchement de la contestation en Syrie, un certain nombre de sites ou de blogs ou autres qui étaient, on s'est très vite aperçu, manipulés par les services, et les services avaient complètement investi cette scène, se rendant compte de l'importance que ça pouvait revêtir, et là ils avaient tiré les enseignements de ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte, et donc ils avaient anticipé d'une certaine manière l'utilisation de tous les réseaux sociaux et de toute cette technologie qui leur permettait d'avoir accès à des informations et de pouvoir repérer qui était qui et de pouvoir se faire passer pour des opposants et pour essayer justement de rentrer dans les systèmes. Donc on a vu que les Syriens ont vraiment bénéficié de ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte pour prendre les devants et être en mesure de contrôler d'une certaine manière tous ces réseaux, toute cette technologie, d'autant plus que la Syrie avait quand même investi largement dans ce domaine. Donc là, il semble qu'il y ait une vraie prise en considération de l'importance que pouvaient représenter ces outils et utiliser, et les services ont vraiment utilisé cet outil pour contourner et pour savoir et avoir une maîtrise de ce qui est en train de se jouer. Donc dans le cas de la Syrie, c'est tout à fait clair.
Dans le cas de l'Égypte, ça me paraît moins évident, il me semble qu'il y a eu moins de manipulation de la part des services de cette dimension de toute cette technologie, qui est une technologie quand même qui était... J'ai eu l'impression, mais là j'avoue que je n'ai pas été dans les services pour aller vérifier, mais je sens qu'en Égypte ça a été moins utilisé et qu'il y a eu une moins grande maîtrise en tous les cas, mais parce que les Égyptiens ont été les premiers avec les Tunisiens à être confrontés à cela, et qu'ils n'ont pas bénéficié d'une certaine expérience. Ce que l'on sait, c'est que dès que la contestation a commencé en Tunisie et en Égypte, les Syriens sont vite allés voir leurs homologues pour savoir ce qui se passait et ont vraiment tiré les premiers enseignements. Et on a vu, dès que la contestation a commencé en Syrie, on a vu des mesures prises par les services syriens qui étaient claires, qui avaient eu la possibilité de tirer les enseignements de ce qui s'est passé au préalable. Mais parce qu'il y avait aussi, je crois, cette prise en considération de tous ces moyens par les services déjà qui étaient en ordre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il me semble, c'est que les services dans les pays arabes, d'une façon générale, utilisent tellement de moyens humains, alors ce qui est a priori plutôt une bonne chose, parce que le renseignement humain est toujours finalement bien meilleur souvent que les moyens technologiques. Hein, comment ? Bio. Et donc c'est vrai qu'ils ont eux aussi se sont informatisés, ils se sont mis au courant des techniques modernes pour pouvoir avoir accès, mais je crois que à la différence peut-être des services occidentaux, c'est qu'ils ont continué quand même à beaucoup mettre en avant tous les moyens humains et ne pas que miser sur des moyens technologiques, parce que d'abord c'était plus facile d'avoir finalement un mukhabarat ou un bawab. C'est vrai que les bawab c'est encore un système très efficace pour savoir ce qui se passe et pouvoir contrôler la population, et que donc les services étant beaucoup plus dans un contrôle intérieur que extérieur, j'ai l'impression qu'ils ont moins développé ces moyens-là, parce que le meilleur moyen pour contrôler la population, c'est encore de mettre des gens un peu partout et de recueillir du renseignement humain qui permet d'avoir un contrôle et d'avoir une carte beaucoup plus précise de ce qui se passe. Avec même la limite évidente qu'il faut tout de suite apporter, c'est que ce contrôle humain n'a pas permis quand même d'anticiper beaucoup les déclenchements des moments de contestation. Donc on voit bien aussi qu'un système qui finalement n'arrivait plus à fonctionner, ou en tous les cas n'était pas aussi efficace qu'il aurait dû être, parce que d'abord il y a toute cette compétition, cette rivalité entre services qui, semble-t-il, a empêché ces services d'être aussi efficaces qu'ils auraient dû l'être quand on voit les moyens qui étaient en œuvre, a priori sur le papier tout au moins, et donc cette rivalité a empêché l'efficacité véritablement de ces services, et que le développement des moyens de toute la technologie n'a sûrement pas été à la hauteur finalement des besoins que pouvaient avoir, ou des possibilités que ça pouvait leur donner pour contrôler et pour avoir une idée plus précise de ce qui est en train de se jouer, de se passer. C'est assez ambivalent ce que je dis, parce qu'on a l'impression de dire un peu tout et son contraire, c'est-à-dire un contrôle énorme par des moyens humains énormes, et en même temps les choses importantes qui sont passées à côté des choses importantes qui étaient en train de se jouer. Mais je crois que cette rivalité, et peut-être un logiciel aussi dans la tête des services, de se dire que quelque chose comme ça ne peut pas se dérouler. C'est-à-dire que je pense que pour les services qui avaient le sentiment de contrôler la population en faisant tellement peur à cette population et en la mettant tellement dans l'idée que les services étaient partout, contrôlaient tout, et que donc je pense qu'ils étaient incapables d'imaginer qu'un beau matin, le ras-le-bol des populations pouvait aboutir à une mobilisation telle qu'on l'a vue et amener à des bouleversements auxquels on a assisté. Bon, même si après on peut voir ce que ça devient au bout de 3 ans, mais je crois qu'il y avait une incapacité pour les services d'imaginer qu'avec le maillage de la société tel qu'il avait mis en place, qu'on puisse arriver à une remise en question des systèmes tels qu'ils étaient, ce qui est le sentiment qui maîtrisait tout. Et c'est toute la limite finalement du mode de fonctionnement de ces services qui, tout en étant omniprésents ou en ayant le sentiment d'être omniprésents, n'ont pas été en mesure de voir ça, parce que je pense qu'ils étaient absolument incapables d'imaginer qu'il puisse se passer quelque chose comme ça. On a beaucoup dit en France, dans les pays européens, qu'il fallait que nous, les Occidentaux, nous changions de logiciel pour comprendre ce qui se passe dans les pays arabes depuis 3 ans, mais je pense que pour les services arabes, il y aurait eu besoin à ce moment-là de changer de logiciel pour imaginer ce qui est en train de se passer, parce que je pense que pour eux, on était vraiment, au sens propre du terme, dans l'inimaginable, en raison de tous les moyens qu'ils avaient mis en place pour contrôler le sentiment qu'ils étaient absolument invincibles, parce qu'ils avaient tellement terrorisé les populations depuis des années que rien ne pouvait se passer, et que donc ils sont passés complètement à côté. Alors, cela dit, pour rebondir là-dessus, on l'a vu avec l'Égypte, c'est clair, mais
peut le soupçonner maintenant aussi pour l'Algérie, que les services sont capables aussi d'agir contre le régime. Je veux dire que les premiers signes de déstabilisation du pouvoir de Hosni Moubarak, la mise en cause du processus de succession qu'il destinait à son fils, c'est probablement l'armée qui l'a déclenché. Oui, ce qui est l'armée clair. ne voulait pas du fils de Moubarak, Absolument. et tout ce qui est sorti sur la corruption et sur les milieux qui gravitaient autour de lui est probablement dû au GIS. C'est sûr que pour les militaires en Égypte et pour les services en Égypte, il était inimaginable que le pouvoir soit donné à Gamal, qui était un civil, et que tous les avantages et prérogatives de l'armée et des services échappent dans le cas de la succession. Et que ça, c'était inimaginable, et que toutes les mises en garde qui avaient été adressées par les plus hauts responsables militaires et des services à Moubarak, et que celui-ci n'en ait absolument pas tenu compte, c'est vrai que du coup, il a été lâché au premier signe, parce que l'idée le plus important pour ce système, c'était de garder le pouvoir quoi qu'il arrive, et que surtout pas le laisser à quelqu'un qui ne faisait pas partie de la caste, même s'il était le fils d'eux, ça ne suffisait pas, il n'était pas dans cette logique, et surtout que tout l'affairisme autour de Gamal, Moubarak, mettait en danger les avantages économiques de l'armée qui se faisait déposséder d'une part de cette rente qui pouvait arriver avec l'ouverture économique et toute la... Voilà. Donc c'est vraiment ça qui a joué de façon claire et nette. Maintenant, du point de vue de l'équipement dont peuvent disposer moderne, dont pourraient disposer les services, pour ce qui est des écoutes, je vous rassure, ils savent parfaitement faire. Ça, c'est probablement le côté humain qui les intéresse. On écoute des vraies voix qui parlent, qui disent des choses. Donc ça ils savent parfaitement faire. Et il ne faut pas oublier que, bon, d'abord, il y a de nouvelles générations qui arrivent dans leur rang, et donc les jeunes, ils ne conçoivent pas quelque chose qui ne se passe pas avec de l'informatique. Donc ils sont bien obligés de s'y mettre. Et puis n'oublions pas un aspect paradoxal qui est que, comme nous sommes prudents, comme nous savons que la coopération avec ces services est ambivalente, pour le moins qu'on puisse dire, quand nous coopérons avec eux, nous coopérons surtout dans les domaines qui ne sont pas sensibles. Et les domaines qui ne sont pas sensibles, c'est de leur donner du matériel moderne, de leur apprendre à s'en servir, et de mettre en liaison des fichiers, faire des fichiers, à les croiser, etc. Donc, ce qu'on leur apprend le plus spontanément, c'est justement ça. Donc, de ce côté-là, ils n'ont pas de problème. Je suis sûr que la première chose qu'on fera au Yémen, si on veut faire quelque chose avec eux, c'est de leur apprendre à faire ça. Mais je pense qu'on a déjà commencé. Les Américains, qui coopèrent beaucoup contre Al-Qaïda au Yémen, à mon avis, leur ont déjà installé des ordinateurs partout et leur ont appris à croiser des fichiers. Ça ne me pose pas de problème. Une question à l'escalier à droite. Merci, mon général. Alain Geffroy, analyste. Pardonnez-moi pour cette question pour le Liban, mais je voudrais savoir, le B2FAL, selon vous, est-il plutôt chrétien ou plutôt Hezbollah Alawito Pasdaran? Et par conséquent, dans quelle mesure le président a-t-il quelconque avis, enfin, comment a-t-il la main là-dessus? Est-ce que c'est nous-nous, moite-moite, comme on dit là-bas, ou qu'en est-il? Merci. Dès qu'on parle du Liban, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas parce que l'actuel directeur de la Sûreté Générale et l'ancien adjoint du chef du B2 est chiite que quand il était au B2, c'est lui qui avait un rôle prépondérant. Je dirais que, au risque de choquer, je vais dire que je crois que le B2 représente justement le service le plus stable du pays. Précisément parce qu'il réussit à tenir une position qui maintient, pas les intérêts, c'est pas qui maintient qui maintient grosso modo les intérêts de tout le monde. Alors, oui, bien sûr, à une époque, quand les Syriens dirigeaient tous les services au Liban, le B2 aussi. Bon, en grande partie. Mais ils dirigeaient aussi les autres services. Ils n'ont pas dirigé plus le B2 que les autres services libanais. Ils contrôlaient aussi les hommes politiques. Bon, quand vous êtes... qui peut parler avec les Israéliens au sud? Qui peut... pas officiellement, bien sûr, parce qu'on ne peut pas, mais... qui peut garantir une présence de l'État libanais
dans la zone de la Finule, dans tout le sud du Liban, si ce n'est l'armée. Donc, logiquement, moi je ne suis pas choqué que, il y a beaucoup de chrétiens au sud, mais je ne suis pas choqué que le chef du B2 de l'armée pour le sud soit un chiite. C'est... Évidemment, je ne peux pas vous répondre, mais finalement, c'est le seul service qui peut faire quelque chose au sud. Alors, est-ce qu'il faut s'en priver sous prétexte qu'il serait trop lié au Hezbollah? Et comment je vais assurer la liaison avec les troupes de la Finule, la population, alors qu'il y a le service de sécurité du Hezbollah sur place? Comment je vais le faire si je ne suis pas lié avec le Hezbollah? Et bien sûr, il va falloir que je sois un peu lié avec le Hezbollah. Si je veux dénouer des incidents comme ça a eu lieu quand même souvent au sud avec des forces de la Finule, comment je fais si je n'ai pas la bonne accroche avec le Hezbollah? Donc il faut avoir cette accroche. Donc oui, bien sûr, on les accuse régulièrement, mais si l'accusation ne vient que du côté des renseignements des FSI, je dis bon, relativisons. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce boulot-là. Voilà. Donc, bon. Et je trouve qu'ils le font plutôt bien. D'ailleurs, ce n'est pas le service le plus, contesté au Liban. La Sûreté Générale est très contestée par les sunnites qui voient leur ennemi. Les marloumat de Wissam al-Hassan étaient très contestés parce qu'on y voyait, alors là c'était même pas la main des sunnites, on y voyait la main du clan Hariri directement. Tout le monde est identifié à une étiquette collée sur le front. Le B2 est encore, un peu comme l'armée libanaise d'ailleurs, est un peu le système le plus neutre dans le décor qui garantit mieux les intérêts de tout le monde, ou les droits de tout le monde. Ce qui recoupe un petit peu d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure à propos de la réputation des armées dans le monde arabe par rapport aux polices. On va prendre une dernière question rapide. Monsieur. Général Depas, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu d'un autre service sémite de la région, à savoir Israël? En 2 minutes. En 2 minutes, avec... Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise sur les services israéliens? On peut tout l'ambiguïté déjà. L'ambiguïté, oui. Ce qu'on peut dire, c'est que les services israéliens, évidemment, sont très, très intéressés par ce qui se passe dans la région, qu'ils ont leur propre capacité, mais qu'ils travaillent aussi beaucoup avec les services occidentaux pour savoir ce qui se passe dans la région, parce qu'il y a toute la possibilité d'avoir des renseignements qu'ils n'ont pas forcément directement, mais qu'ils peuvent avoir dans le cadre d'échanges, et qu'il y a des échanges donc très, 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 très proches, très, très suivis avec les services occidentaux, qui leur permet d'avoir le suivi de pays dans lesquels pour eux il est très difficile d'aller. Ça, c'est un point. Il y a toute la coopération quand même entre les services de sécurité israéliens et les services palestiniens, où là, même si effectivement ça peut paraître un peu choquant, on voit bien que le fait que, par exemple, quand les Israéliens se sont retirés de Gaza, il y a eu la nécessité de sous-traiter la sécurité et toute la question du renseignement aux services palestiniens, et qu'il y a des relations très fortes, même si c'est le Hamas à Gaza, on sait très bien qu'il y a des contacts et une coopération entre les services qui permet de régler un certain nombre de questions, et que donc la priorité pour les Israéliens, c'est dans certains cas de ne plus agir directement, mais d'agir par autres services interposés, et on voit bien qu'il y a toute la coopération avec les services de l'OLP, bien évidemment, mais il doit y avoir des moyens quand même de traiter aussi avec les services du Hamas dans le cadre de Gaza, parce que c'est une question essentielle pour l'État d'Israël. Avec la Jordanie, c'est officiel. Avec la Jordanie, c'est complètement officiel. Avec l'Égypte, il y a évidemment... il y a peut-être eu une pause du temps de Morsi, mais la coopération avec les services égyptiens est une coopération qui a toujours très bien fonctionné. Que dire de plus que la priorité pour les services israéliens, c'est évidemment les frontières immédiates, donc c'est ce qui se passe dans les territoires palestiniens, c'est de voir ce qui se passe dans le Sinaï, quand on sait que la situation aujourd'hui est très, très tendue dans le Sinaï. La question de l'Iran, bien évidemment, qui est aussi une des priorités des services de sécurité israéliens. Que les
services de renseignement israéliens, c'est vrai qu'on les connaît beaucoup mieux. Il y a une littérature beaucoup plus importante sur les services de renseignement israéliens que nous ne pouvons trouver sur les services de renseignement arabes. C'est vrai que les services israéliens sont beaucoup plus sur le modèle des services que nous connaissons, et comme nous avons beaucoup d'échanges, nous avons beaucoup plus d'éléments pour savoir exactement ce qu'il en est, même s'il reste toujours une part d'ombre, mais ça fait partie du métier, c'est normal. Mais c'est vrai que la littérature est beaucoup plus importante et il est beaucoup plus facile de se faire une idée sur ce que sont les services israéliens. D'abord, on sait très bien qui ils sont. Dans certains pays arabes aujourd'hui, il est extrêmement difficile de savoir exactement qui sont les services, quelles sont leurs missions, à qui ils sont rattachés, parce que là, pour le coup, on n'a pratiquement aucune information. Donc voilà, ma réponse est peut-être un peu frustrante, mais il y a des services pour lesquels on a beaucoup plus de moyens d'avoir de l'information que les services arabes, sur lesquels aujourd'hui, et en particulier depuis 3 ans, je crois qu'il est extrêmement difficile d'avoir précisément quels sont les services efficaces, quels sont ceux qui font quoi et quelles sont exactement leurs missions, alors que pour les services israéliens, la chose est évidemment beaucoup plus facile. Peut-être quelque chose à rajouter? Écoutez, merci beaucoup pour vos deux interventions ce soir.